Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art dont nous fêtons cette année la 14e édition. Et bienvenue donc, sous le chapiteau de la cour ovale, le lieu traditionnel du concours Mathèse en 180 secondes, qui est organisé depuis plusieurs années grâce au soutien très généreux de la Fondation de l'Art et la Recherche. C'est un concours qui est devenu un temps fort incontournable du festival, car il donne la parole à des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs en histoire de l'art et en archéologie, et permet de diffuser leur travail, résultat de plusieurs années de réflexion, d'inquiétude, de rencontres, de recherches. Et souvent, ces travaux n'ont pas encore été présentés au-delà du cercle des professionnels. Donc, vous avez la chance de découvrir de façon inédite des recherches en cours. Voilà, je m'en réjouis beaucoup. À travers ces discours que vous écouterez, ces personnes qui participent et qui sont juste en fait à ma droite vont vous transmettre ce qu'est la recherche en histoire de l'art, en archéologie, dans toute sa diversité. Nous apprécierons tous ensemble l'énorme travail de synthèse, le travail de prise de parole au public également. Et on peut aussi mentionner le jeu d'acteurs peut-être, qui le proposeront dans l'exercice limité à 3 minutes. Donc, bonne chance. Aujourd'hui, ce sont 13 doctorantes, 13 doctorants venus de Paris, venus de Tours, de Montpellier, venus également de l'étranger, d'Italie, de Zurich, pour présenter l'essence de leur travail, pour vous transmettre en très peu de temps toute la complexité et l'intérêt qu'ils ont pour l'histoire de l'art et que nous partageons avec vous. À l'issue de leur présentation, un temps évidemment sera dédié à la délibération du jury, ici présent, et également pour vous permettre au public de voter pour vos candidats préférés en ligne. Un lien vous sera présenté ensuite à l'écran. Il y a 3 prix. Donc, le premier et le deuxième prix sélectionnés par les membres du jury, de 1 200 et 800 €, et le prix du public qui est doté à hauteur de 500 €. Le premier prix se verra également publié dans le journal Le Quotidien de l'Art, qui, pour la première fois pour le festival, est un de nos partenaires de Mathèse en 180 secondes. Donc je remercie Raphaël de nous avoir rejoints aujourd'hui, Raphaël Pic, qui est le rédacteur en chef du quotidien. Parmi les membres du jury, je vais vous les présenter en ordre alphabétique. Madame Dominique de Fonréau, merci beaucoup de nous rejoindre. C'est une grande habituée du festival et c'est un honneur de vous accueillir. Vous êtes chargée de mission auprès de la présidence du Musée du Louvre et également rédactrice en chef de la revue Histoire de l'Art, dont vous pourrez découvrir les publications au Salon du Livre. Ensuite, Elliot Adam, pensionnaire à l'Institut national de l'histoire de l'art, et qui nous a fait une très belle présentation hier sur le programme Aorum en lien avec le travail de l'or. Je passe ensuite à Fabien Lacouture, ancien programmateur du Festival de l'histoire de l'art et actuellement maître de conférence à l'Université de Lille. Et on peut le féliciter. Pour sa première année de maître de conférence. Ah oui, je ne sais pas si on l'officialise. Elliot Adam rejoindra les bancs de l'Université de Lille à partir de septembre prochain, en qualité de maître de conférence. Bravo. Et évidemment, monsieur Christian Voll, partenaire historique du festival et de l'Institut national d'histoire de l'art, qui est le président de la Fondation pour l'art et la recherche, également secrétaire général de la maison d'édition Artena. La Fondation pour l'art et la recherche, elle nous accompagne financièrement et également
dans l'organisation d'événements qui permettent aux étudiants et aux doctorants d'accéder plus facilement à l'histoire de l'art. Donc on organise le concours de ma thèse en 180 secondes grâce à leur soutien. On organise également l'événement miroir pour les étudiants en master à l'Institut national d'histoire de l'art à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et cette année, la Fondation a également soutenu un projet qui s'appelle les Rencontres internationales étudiantes, auquel vous ne pouvez pas assister puisqu'il n'y a pas d'événement dédié. En revanche, c'est un temps fort important qui permet aux doctorants et aux post-doctorants de se rencontrer plusieurs jours avant le festival. Et on associe chaque année le pays invité, donc cette année l'Autriche, à ce programme. Et les étudiants ont pu se rencontrer ensemble à Vienne, faire connaissance avec les intervenants du festival à Vienne. Puis ils ont eu la possibilité de venir ici, donc ils sont peut-être là dans la salle, ils se promènent en ce moment dans le festival. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc oui. Je vais accueillir Aude Briot de l'EPHE, donc l'école pratique des hautes études et de l'université d'Heidelberg, pour sa présentation sur la réception des gravures de Martin Schongauer dans les arts graphiques vers 1500. Il était une fois, il y a bien longtemps, l'accès à Instagram se faisait par âne interposé. Dans mon histoire, la star d'Instagram s'appelle Martin Schongauer. Alors, il est possible que beaucoup d'entre vous n'aient jamais entendu parler de ce graveur allemand de la fin du Moyen-Âge. Il faut dire qu'il a perdu pas mal de followers ces 500 dernières années. Mais à son époque, il était l'influenceur ultime pour les artistes et ses gravures étaient parmi les plus likées et les plus repostées. Et c'est ça qui m'intéresse dans ma thèse, le succès et la diffusion des gravures de Schongauer, comment elles furent utilisées et relayées par d'autres graveurs. Au XVe siècle, la gravure est une nouvelle technologie qui permet de reproduire à plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires, une même image. Comme elles sont peu coûteuses, légères et facilement transportables, elles participent d'une véritable révolution visuelle qui trouve son équivalent à la même époque avec les textes grâce à l'imprimerie de Gutenberg. Évidemment, Schongauer n'est pas le seul graveur de son temps, mais ce sont ces innovations qui vont influencer durablement les graveurs des générations suivantes. Tout d'abord, Schongauer est un conteur hors pair. Ses compositions sont simples et efficaces. Elles servent alors de base de données pour les artistes qui vont faire des copier-coller de ces compositions entières ou simplement de détails. A-t-on besoin de représenter un âne ? Pas de problème. En voici un prêt à l'emploi, aussi vrai que nature. Cette illusion de la réalité, Schongauer arrive à la donner uniquement grâce à un réseau abstrait de lignes noires. Grâce à elle, il peut aussi bien restituer le crin des ânes que donner l'illusion du mouvement grâce au pli du vêtement. Et ça, c'est très intéressant pour les graveurs qui vont se servir des feuilles de Schongauer comme d'une sorte d'un tuto pour tenter de parvenir à un rendu similaire. Enfin, Schongauer est le premier à signer systématiquement ses œuvres en apposant ses initiales au bas de ses gravures, M et S. Alors, si bientôt la signature va devenir une sorte de revendication artistique, pour Schongauer, il s'agit plutôt d'une forme de logo qui va lui permettre de faire connaître et reconnaître ses œuvres au-delà des frontières. Et par là, de fidéliser sa clientèle. Ça a tellement bien marché que tout le monde a fini par lui piquer l'idée. Les motifs, la technique et la signature de Schongauer eurent un tel impact sur les graveurs que ceux-ci, en produisant eux-mêmes des œuvres multiples, vont multiplier ce rayonnement de Schongauer. Et au XVIIe siècle, on trouve ces œuvres à la fois jusqu'au Mexique et jusqu'en Inde. Je vous remercie. Bravo.
Merci beaucoup, Aude. Je laisse maintenant la parole à Hector Chaperon de la Sorbonne Université. Est-ce que tu peux... Oui, merci. Pour sa présentation. Bonjour à tous. Le 19 juin 2024, Vladimir Poutine rencontre Kim Jong-un. Lors de cette entrevue, les deux présidents s'offrent mutuellement de nombreux cadeaux. Cela va de gilets pare-balles à la vaisselle précieuse, de drones de combat à la voiture de luxe. Mais parmi tous ces cadeaux, on note la présence de bustes d'empereurs romains. Pourquoi le président russe offre-t-il à son homologue nord-coréen des effigies impériales romaines alors que l'attrait de l'Antiquité européenne n'est pas propre à la culture coréenne? C'est parce que, qu'il le veuille ou non, Vladimir Poutine est conditionné par une mentalité occidentale qui perdure depuis la 7e guerre en Italie et qui a traversé tous les dirigeants en quête d'autoritarisme. Le souvenir de l'Empire romain, l'attrait pour un impérialisme millénaire. Offrir un buste d'empereur comme cadeau diplomatique n'est pas une nouveauté en soi. François Ier, le pape Rodrigo Borgia, Charles XII de Suède, tous ont utilisé les effigies impériales romaines pour flatter leur interlocuteur avec qui ils souhaitaient nouer une alliance, notamment de type militaire. Pour beaucoup, un buste reste une sorte de statue diminuée, un simple objet de décoration. Mais il est bien plus que ça. Il revêt une importance tant esthétique que symbolique, voire diplomatique. Quand un armateur bordelais du XVIIIe siècle place un buste sur son bureau de Septime Sévère, c'est parce qu'il s'assimile à cet empereur de basse extraction qui, par sa seule volonté, a atteint les sommets. Cependant, on peut s'interroger sur les connaissances historiques des propriétaires de bustes, car après tout, ils n'ont pas tous suivi une formation d'histoire de l'art. Savaient-ils quel était le personnage représenté sur le buste? Mieux, est-ce que cela avait une importance pour eux? Il n'est pas rare que pour les propriétaires de bustes, ceux qui achètent, il s'agit là d'un simple investissement financier. Ils suivent une mode. Mais alors se pose une question essentielle. Qui est à l'origine de cette mode, de ce goût pour la statuaire gréco-romaine? En fonction des pays et des siècles, cela change, bien évidemment. En France, on pense tout de suite à Louis XIV, qui a utilisé les effigies impériales romaines pour consolider son pouvoir. Mais ce n'est pas lui qui en a fait un objet de décoration dans les appartements intérieurs. C'est Napoléon Bonaparte, en 1799, lorsqu'il est premier consul, qui va imposer à ses généraux d'acheter des bustes d'empereurs pour contrecarrer l'art oriental. En effet, l'égyptomanie rappelle au premier consul un souvenir cuisant, celui de l'expédition égyptienne où il a quand même perdu 30 000 hommes. Donc, mon étude est celle de retrouver le goût pour l'antique en Europe occidentale de 1515 à 1830. C'est d'étudier la circulation marchande des bustes et de comprendre à terme ce qui se cache derrière le buste. Quelle était la motivation de cet achat et où va-t-on placer l'effigie impériale romaine dans les décorations extérieures? C'est l'esthétique du beau, c'est les évolutions modistes à travers le temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et nous accueillons maintenant Mélina Collin de l'Université Montpellier Paul Valéry. Si je vous dis gothique, j'espère qu'une cathédrale vous vient à l'esprit. Peu importe laquelle, une vraie ou une imaginaire. Avec une façade richement décorée, une ou deux tours montant vers les cieux. Lorsqu'on franchit le portail, on se retrouve dans une vaste nef, le regard dirigé vers le cœur. Selon votre attachement à l'historicité, vous êtes dans une cathédrale qui est lumineuse et accueillante ou dans une cathédrale sombre, imposante. La cathédrale gothique nous fascine depuis des siècles. Elle connaîtra un tel succès qu'on la retrouve un petit peu partout en Europe. Et lorsque le gothique sera dépassé par d'autres styles de prédilection, on aura quand même conscience de conserver ces chefs-d'œuvre du Moyen-Âge, au point que le gothique connaîtra tout un renouveau au cours du XIXe siècle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a autant de cathédrales gothiques aux États-Unis qu'en Europe. Bien entendu, elles ne sont pas du Moyen-Âge. Elles ont été construites au cours du XIXe et XXe siècle, dans le style qu'on appelle néo-gothique. Moi, je m'intéresse aux cathédrales catholiques de la Nouvelle-Angleterre.
cette région du nord-est des États-Unis, considérée la plus européenne du pays. 4 cathédrales ont été construites ici dans le style néo-gothique entre 1866 et 1892. Une période où les Américains cherchaient à se distinguer de l'Europe tout en s'opposant comme son égal. Ces 4 cathédrales ont été conçues par Patrick Charles Keeley, un modeste charpentier venu d'Irlande. Keeley sera responsable pour au moins 600 constructions à travers les États-Unis et le Canada. Mais on ne connaît quasiment rien de sa vie, on retient à peine son nom. Cet anonymat presque médiéval est dû à la persistance d'un sentiment anticatholique depuis le milieu du XIXe siècle, une période marquée par un afflux massif d'immigrants. Ma thèse est une opportunité de combler les lacunes laissées par les études antérieures. Mon objectif est de retracer les sources d'inspiration de Keeley. S'est-il inspiré des constructions médiévales de son Irlande natale ou s'est-il plus attaché aux publications de son époque, dont la plupart se concentrent sur les cathédrales gothiques de la France ? Menés à bien, mes travaux de recherche seront non seulement une opportunité de insérer les 4 cathédrales de la Nouvelle-Angleterre dans le discours plus large du néo-gothique états-unien, ce sera également la première étude approfondie sur l'œuvre de Patrick Charles Keeley. Au Moyen Âge, j'arrête. Le petit gong a sonné. Malheureusement, les 3 minutes sont passées, mais bravo. Merci beaucoup, Mélina. Bravo. Fanny Fréminet-Garcia. Ça sera juste après, je crois. Bienvenue. Merci. Hop, c'est bon, tout le monde m'entend bien. Super. Donc, bonjour à tous. Depuis maintenant 3 ans, j'étudie les arts de la table à la Renaissance et plus particulièrement ce que l'on appelait la vaisselle d'apparat. Posée sur des meubles destinés à l'accueillir, nommés dressoirs, cette vaisselle servait aux princes de l'époque à exposer leurs richesses aux yeux de leurs semblables et de leurs visiteurs lorsque des réceptions, notamment des banquets, étaient données à la cour. On pourrait alors croire qu'il est ennuyant d'étudier un empilement d'assiettes et de verres et de déclarer que chaque objet, toujours plus luxueux et remarquable de beauté, sert uniquement à déclarer le capital financier de tel ou tel seigneur. En réalité, il faut garder à l'esprit que les élites de l'époque parlent entre elles un autre langage à partir de leur culture matérielle et artistique. Chaque détail compte et absolument tous les éléments qui entourent la personne du prince lors de ses représentations possèdent une signification plus ou moins cachée. Mon travail en thèse, à partir de ces objets d'art, cherche ainsi à traduire ce genre de symboles tout en les plaçant en correspondance avec les points de basculement historiques de la période. J'ai donc pour objectif de déterminer à travers la forme, les matériaux et les décors composant cette vaisselle, ainsi que par les gestes techniques ou fonctionnels qu'elle implique, comment les arts de la table ont-ils participé à la mise en place de stratégies politiques de domination culturelle, spirituelle, territoriale et économique durant la Renaissance en France et par extension en Europe. Car sur la table du prince, c'est le monde du XVIe siècle en miniature que l'on observe. Par exemple, les perles, le corail et les coquillages, qui inondent l'univers du banquet depuis la fin du Moyen-Âge, rappellent assurément la conquête des mers qui agitent le vieux continent. À ce jour, j'ai réuni plus de 3500 pièces de vaisselle que je classe dans une base de données. Et afin de déterminer des hypothèses et de pouvoir y répondre, en tant qu'historienne de l'art, c'est en premier lieu à travers les codes iconographiques de l'époque que je tente de faire parler ces objets, et également à partir d'une certaine érudition scientifique et littéraire. Donc certains textes sont ainsi incontournables et personne ne contestera qu'en plus de la littérature médiévale, la Bible et les récits de mythologie gréco-romaine constituent le fonds de commerce de tous les historiens de l'art de la période moderne.
Aussi, c'est en m'attachant au fameux adage « Regardez dans la bibliothèque de quelqu'un et vous saurez à qui vous avez affaire » que j'essaye de comprendre, ou du moins à approcher, la culture humaniste et courtoise et les références des rois de France de la Renaissance. Je vous remercie. Merci. Et c'est au tour d'Esther Giachetti cette fois-ci, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, vous êtes en voyage devant un paysage incroyable ou un bâtiment que vous avez longtemps envie de voir. Quel est votre premier réflexe? Vous prenez une photo ou un selfie si vous êtes resté bloqué dans les années 2010 pour garder ces mémoires et les partager avec vos proches, pour montrer que vous avez fait partie, rien qu'un instant, de ces beaux paysages. Au XVIIIe siècle, on insiste en véritable rouée de l'art vers l'Italie. Rome, la ville éternelle, n'est plus la seule à attirer tous les regards. Nombreux artistes se rendent aussi à Venise. Pourquoi cette ville, avec ses couleurs changeantes, elle attire au marché en soif de modernité et l'abreuve les artistes en quête de nouveautés. Mais comment saisir ces paysages et ces mémoires sans la photographie? Eh bien, par les dessins. Ces médiums faciles à emporter et à envoyer permettent d'établir une véritable relation matérielle et durable avec les mondes visités. Parmi cette galaxie d'artistes voyageurs, il y en a un qu'on a longtemps sous-estimé. Son nom est Nicolas Vlogels, n'importe comment vous le dites parce que tout le monde le prononce de façon différente. Il a été surtout cantonné au rôle de simple copiste, comme s'il n'avait pas les pauvres véritables d'idées à lui. Et pourtant, il est au cœur d'un tout petit monde en évolution qui, à travers l'art et l'Italie, s'intéresse à l'art contemporain et il établit une nouvelle cartographie de l'art européen. C'est qui alors, ce Vlogels? Son nom nous raconte déjà une histoire d'hybridité. Il est flamand par son père, il est parisien de naissance et il devient directeur de l'Académie des France à Rome. Alors, jouons ensemble, entrons dans les dessins et l'expérience visuelle de l'artiste. Dans les dessins qui se trouvent derrière moi, il capture l'atmosphère dorée du printemps, dans un comble humble aux abords de Paris. Avec la sanguine, il suit les éléments du paysage, alors qu'avec l'élan vibrant, il capture les ombres et les volumes des paysages. Mais regardez bien. Cette petite nature dessinée a été attribuée à d'autres contemporains, beaucoup plus célèbres que Vlogels comme Watteau, qui partagent toutefois la même expérience de l'artiste. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes, je vous jure. Car en effet, si cette proximité stylistique a été souvent constituée un obstacle pour la recherche, elle devient en réalité un élément pour ouvrir l'étude d'une pratique collective. Les artistes sortent des ateliers, travaillent côté à côté, et à travers les échanges des dessins, s'échangent des motifs et des nouvelles idées. Mais ce que je demande, c'est alors, pourrions-nous écrire une histoire de l'art faite des feuilles mobiles, des papiers qui se superposent et des idées qui répondent? C'est le défi que Nicolas Vlogels nous pose à tous. Dans une Europe aussi qui vacille entre fermeture et ouverture, nous pouvons écrire une autre histoire de l'art, non pas faite par des selfies des célébrités ou des noms, mais bien un peu avec un groupe WhatsApp. Je m'intéresse alors à ces communautés mouvantes, des artistes qui, à travers les dessins, écrivent une histoire graphique partagée. Je vous remercie. 3 minutes pile. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, vraiment 3 minutes 00. Hein. Je suis impressionnée. J'accueille maintenant Sophie Garman de l'École du Louvre et de l'Université de Neuchâtel. J'en profite pour mentionner que l'École du Louvre est un des grands partenaires aussi du festival et je les vois là dans la salle qui assistent aux conférences. Que faire de cet objet? Cette question, vous vous l'êtes certainement posée lorsque vous avez reçu un cadeau que vous n'aimiez pas ou lorsque vous avez hérité d'objets de famille. Tiraillé entre la culpabilité et la superstition, vous ne savez pas quoi faire de ces objets qui vous relient à quelqu'un. Si vous avez été confronté à ce problème, alors vous avez fait l'expérience du tri familial et patrimonial. Le tri, la transmission et notre rapport au patrimoine embarrassant est quelque chose qui me fascine et c'est cela que j'étudie dans ma thèse.
Imaginez cette fois-ci le casse-tête du tri familial au sein d'une nation et remplacez vos objets de famille par les joyaux de la couronne de France, les bijoux et pierres précieuses des rois de France. À la fin du XIXe siècle, la Troisième République hérite de cette collection monarchique et elle se pose exactement la même question que vous avec vos objets de famille. Maintenant, représentez-vous le sacre de Louis XIV et voyez la magnifique couronne sertie de diamants qu'il porte sur la tête. Puis, rappelez-vous de cette célèbre phrase attribuée au roi Soleil, « L'État, c'est moi !» Et pensez à cette Troisième République qui s'est opposée à la monarchie et visualisez quelques 600 hommes politiques avec les diamants de la couronne de Louis XIV entre les mains. Quel cadeau empoisonné! Ces objets sont si puissants symboliquement que Louis XIV semble presque être ressuscité. En même temps, la France sans Louis XIV, ça ne serait pas vraiment la France. Et ça, la République en a bien conscience. Alors, comment va-t-elle traiter ce patrimoine embarrassant tout en légitimant son propre régime ? Premièrement, elle vend aux enchères une partie des joyaux, indiquant alors que la monarchie a été liquidée. Deuxièmement, elle fond une partie des objets. C'est simple, plus de couronne, plus de monarchie. Troisièmement, elle envoie les joyaux restants dans 3 musées parisiens. D'une manière symbolique, elle met donc la monarchie en vitrine. Certains joyaux sont d'ailleurs complètement anonymisés durant les inventaires. M4849, voilà la nouvelle dénomination des émeraudes de la couronne de Napoléon III. Je vous ai parlé du patrimoine embarrassant à travers les joyaux de la couronne, mais de nombreux pays ont le même genre de questions face à leur patrimoine contesté. Mon sujet d'étude me permet donc d'appréhender comment une société choisit de préserver, réinterpréter ou effacer son passé. Jeter, conserver, vendre, je ne me prononcerai pas quant au sort de vos objets de famille, mais ce que je peux vous dire, c'est que les bijoux et les pierres précieuses, ça ne prend pas beaucoup de place. Bravo, un deuxième score à 3 minutes 00. Et j'accueille Antoine Liénard. Fermez les yeux et déambulons dans la cathédrale de Soissons, voulez-vous ? Vous traversez le portail, vous avancez dans cette nef blanche, vous arrivez au chœur et votre visage se lève. Votre regard se détache de l'architecture pour ne voir que les vitraux du XIIIe siècle du haut-cœur. Quand soudain, du bleu, du rouge, du vert, du violet, noient vos yeux de sujets bibliques retraçant l'histoire de l'homme, de la création jusqu'au jugement dernier, comme le montrent ces quelques panneaux de vitrail représentant Adam et Ève goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pour aujourd'hui, laissez-moi endosser le rôle de ce serpent de la tentation que vous pouvez voir au centre pour vous donner envie d'en savoir plus sur les verrières médiévales du haut-cœur de la cathédrale de Soissons, sujet de ma thèse. Ce que vous pouvez voir n'est qu'un détail, car des panneaux de vitrail, il n'y en avait plus de 750 rien qu'en dans les baies hautes du chœur, et formaient un programme très ambitieux, voulu par l'évêque Nivelon de Chérisy au tournant du XIIIe siècle, auquel participa d'ailleurs le roi Philippe Auguste. Mais de cet ensemble, il n'en reste malheureusement qu'un 5e. La faute aux guerres, au changement de goût, aux restaurations franchement hasardeuses, ainsi qu'à la vente de nombreux panneaux dans le monde entier. C'est pourquoi, en plus de la réactualisation historique, je dois également retrouver la trace de ces panneaux disparus, mais aussi restituer les différents états successifs des verrières, puisqu'au XIXe siècle, par exemple, un restaurateur crut bon d'ajouter un bras ou 2 jambes supplémentaires à des figures de prophètes. Ne me demandez pas pourquoi, je cherche encore. Et puis, il serait impensable d'étudier ces verrières sans s'intéresser aux panneaux en eux-mêmes, en différenciant les éléments anciens des modernes, ou encore en retrouvant le sens des marques repérées en atelier et héritées directement de leur création. Du côté de l'iconographie, parlons par exemple de la place accordée à ces sujets habituellement réservés aux chapelles, en plein centre du chœur liturgique, ou encore de l'iconographie très proche de celle du célèbre psautier de la reine Ingeborg, épouse du roi Philippe Auguste, ou encore de la verrière de l'arbre de Jessé offerte par ce même roi et dont l'interprétation est hautement politique. Enfin, pour le style, nous avons retrouvé des œuvres de cet atelier non seulement à la cathédrale de Soissons,
mais aussi dans celles de Laon, de Reims, de Chartres, avec des influences potentielles jusqu'en Île-de-France, dans les roses de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces vitraux ont donc très certainement influencé l'art du Moyen-Âge français, à leur échelle, et méritent donc d'être prises dans la grande histoire de l'art. Et c'est dans ce but que je souhaiterais conclure en vous paraphrasant Clovis. Souviens-toi des vitraux de Soissons. Oui, c'est une parole apocryphe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est au tour d'Henri Muller. En 1790, juste avant Noël, Joshua Reynolds donne son dernier discours en tant que président de la Royal Academy. Il distribuait à cette occasion des prix aux meilleurs élèves. Parmi eux se trouvait un certain Joseph Mallard William Turner, qui avait alors que 15 ans. Enfin, un peu plus grand que ça, 15 ans. Turner se souvient des jours les plus heureux de ma vie, où je recevais de l'instruction au sein de ces murs, et j'écoutais, du moins j'espère que j'écoutais, c'est ce qu'il dit, ce Joshua Reynolds. Reynolds donne des conseils aux jeunes artistes. Quiconque, afin de terminer sa formation, voyagerait en Italie et passerait tout son temps à copier des sculptures et à dessiner des tableaux, ferait peu de progrès à son retour. C'est pas ça qu'il faut faire. S'il espère rivaliser avec ceux qu'il admire, il doit considérer leurs travaux comme le moyen de lui apprendre le vrai art de voir la nature. La formule est plutôt jolie, ce vrai art de voir la nature. Turner a dû l'apprécier. Un peu moins de 30 ans plus tard, il fait son premier voyage à Rome. L'année suivante, il expose un seul tableau à la Royal Academy. C'est celui que vous avez sous les yeux. À droite, on voit Raphaël en pâmoisant devant les fresques de la loggia qui porte son nom. Son modèle, au fond, en jaune, elle admire la vue. C'est donc plutôt elle qui a saisi ce vrai art de voir la nature. Le tableau, par ailleurs, est assez bizarre. Cette loggia, elle est droite, architecturellement. Mais telle que vous la voyez, elle traverse une grande courbe panoramique. Turner était alors professeur de la perspective à la Royal Academy. Il était d'ailleurs très mauvais prof, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il a essayé de s'expliquer. Chaque ligne étant plus ou moins élevée, elle doit ainsi faire partie d'une courbe parabolique, puisque l'œil est au centre d'un cercle, ce qui est le cas dans la nature ainsi que dans les vues de panorama. Bon, il donne un exemple. Il attire notre attention sur la corniche de la salle où on se trouve. Bon, on n'a pas de corniche ici, on a une tente. Au-dessus de la paroi derrière moi, vous avez une grande barre métallique. Cette barre, elle est bien droite. Mais si je me place au centre de la pièce et je regarde des angles de la paroi, je me rends compte qu'à l'œil nu, ces angles sont plus petits que le centre. Ce qui veut dire que telle que je la vois, cette barre, elle est bien courbe. Comme le dit Turner, aucune ligne n'est parallèle dans la nature, sauf l'horizon. C'est ce champ de vision courbe, qu'on appelle plus tard perspective curviligne, que Turner dévoile dans ses Curieuses vues du Vatican. Il interprète à sa manière ce vrai art de voir la nature, c'est-à-dire la façon dont l'œil voit réellement. Dont l'image est projetée non pas sur une fenêtre ou un miroir comme dans la perspective linéaire, mais plutôt sur la surface courbe de la rétine. Turner déstabilise son spectateur. Il nous fait questionner l'écart entre la perspective et le regard naturel. C'est cet écart, dans le contexte de la peinture britannique du 19e siècle, que j'explore dans cette thèse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va donner la parole à Nicolas Perru. Imaginez que nous sommes un siècle plus tôt, en 1925, à Paris. Macron n'est pas encore président de la République. Les surréalistes écrivent leur manifeste et l'exposition internationale des arts décoratifs bat son plein. Imaginez que vous êtes un conservateur qui travaille au cabinet de médailles de la Bibliothèque nationale de France. Un jour, vous recevez une lettre d'un notaire qui vous demande de vous rendre au 11 rue Casimir-Périer, dans le 7e arrondissement. Un vieillard de 90 ans, vivant reclus du monde, venait de léguer ses collections à la Bibliothèque nationale. Étrange, surprenant. Vous vous rendez au lieu indiqué et vous retrouvez sur place le notaire et 2 marchands d'antiques de votre connaissance. Puis, vous pénétrez dans l'appartement du premier étage et vous découvrez, dans des pièces sombres, au papier peint usé,
une véritable caverne d'Ali Baba pour tout amateur d'antiquité. À gauche, des inscriptions sur marbre en grec et en latin. À droite, dans des boîtes bleues rangées soigneusement sur des casiers, des verres, des bijoux en or et en argent, des ambres d'une grande qualité, des fragments de vases grecs de tous les peintres, des bronzes aux 1000 inscriptions. Mais ce n'était pas tout. Au 4e étage, un médaillier vous attendait, au tiroir rempli d'intailles, de camées et de pions de jeu en ivoire, la plus grande collection au monde. Au total, 3500 antiquités gagnèrent les collections du cabinet des médailles, un legs aussi important que celui du duc de Luynes. Mais qui était ce drôle de vieillard sans héritier qui venait de léguer sa fabuleuse collection d'antiques à la BNF? Il se nommait Wilhelm Fröner. Il était né à Karlsruhe en 1834, avait fait des études de philologie et d'archéologie classique à Bonn et à Fribourg, avant de gagner Paris, qu'il ne quitta jamais. Fröner avait été conservateur des antiques au musée du Louvre jusqu'en 1870. Fröner avait été savant au service du marché de l'art et des plus grands collectionneurs d'antiques de la Belle Époque. Fröner avait été un collectionneur d'antiques opiniâtre et original. En somme, Fröner avait connu une véritable destinée balsacienne qui méritait une thèse. Ce travail sur Fröner possède de multiples ramifications. Il s'agit, par le biais des archives, et notamment la lecture de son journal gothique en allemand, extrait ici, de comprendre la manière dont il travaillait, la manière dont il concevait et faisait sa collection, quels acteurs intervenaient dans la constitution de celle-ci, quelle catégorie d'objets elle privilégiait. C'est aussi s'ouvrir aux questions de provenance. S'intéresser à Fröner et à sa collection, c'est au final s'ouvrir à un monde disparu, celui des antiquaires, ces archéologues qui avaient une connaissance profonde de l'Antiquité par la lecture, l'analyse des textes et des objets, des plus précieux aux plus modestes qu'ils possédaient. Ces antiquaires avaient fait l'archéologie des XVIIIe et XIXe siècles, et Fröner était l'un de leurs ultimes représentants. Je vous remercie. Merci. Raphaël. Oui, je laisse la parole à Raphaël Ranou. Permettez-moi d'apporter un peu plus d'archéologie dans cet après-midi. Allez, on va embarquer à bord de l'Orient Express. Destination, l'Irak, dans les années 1930. Alors que vous êtes à bord, vous croisez le regard d'une personne. Mais vous la reconnaissez? Ah ben oui, c'est Agatha Christie, la reine du crime. Vous aviez adoré le livre qu'elle a écrit, Meurtre en Mésopotamie, dont l'histoire se déroule sur les chantiers de fouilles en Irak. Et d'ailleurs, cette Agatha Christie, juste à côté, vous voyez bien qu'elle est avec son jeune mari, Max Mallowan, un archéologue très reconnu. D'ailleurs, ils partent à Our retrouver leurs amis, Catherine et Leonard Woolley, sur les fouilles d'Our. Alors, moi, j'aime bien cette image, cette photographie, puisque, en réalité, il n'est pas très courant de découvrir dans les archives de 1930 une image d'une femme sur un chantier de fouilles, et qui plus est, qui fouille, qui est vraiment représentée en tant qu'actrice de l'archéologie. Et justement, c'est ça, ma thèse. C'est d'essayer de retrouver les traces des archéologues, des femmes qui ont contribué à l'archéologie, qui ont dessiné sur les chantiers de fouilles, qui ont pris des photographies, qui ont servi ensuite à la publication de leurs époux. Et donc, l'histoire de l'archéologie, elle est faite également par des femmes, mais ce n'est pas tout ce qui m'intéresse. Puisque ce qui m'intéresse également, c'est de comprendre comment l'histoire des femmes dans l'archéologie peut être corrélée au développement de l'archéologie du genre. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi ça, l'archéologie du genre? Alors, l'archéologie du genre, c'est une notion assez récente en fait en France qui permet de repenser les relations entre les hommes et les femmes dans les sociétés du passé. Alors, lorsque vous irez au musée, peut-être que vous verrez dans une vitrine un poignard du 3e millénaire, fouillé peut-être d'ailleurs par les Woolley, vous vous poserez la question, mais qui a tenu cet objet? Par les mains de qui cet objet est-il passé? A-t-il appartenu à une femme? Peut-être même a-t-il été produit par une femme? Peut-être qu'une épouse dévouée à
nettoyer cet objet. Peut-être qu'il a été photographié par une photographe, pas dessiné par une dessinatrice. Enfin, maintenant, c'est à vous, dans les musées, de poursuivre l'enquête. Merci. Merci. Et j'accueille Diane Royer. Bonjour à tous et à toutes. Derrière moi se trouve reproduite une première de couverture d'un numéro de la Nouvelle Critique. Elle met en regard d'une part l'image, d'autre part le texte, notamment le titre de ce numéro « Il faut appeler les choses par leur nom ». Vous avez donc ici reproduite le détail de cette œuvre qui figure un couple d'hommes. L'un enlace l'autre, le regard empreint de tendresse. Ce détail, reproduit en noir et blanc, provient d'une œuvre qui s'intitule « Le bon samaritain » et que le peintre Boris Saslitsky conçoit en 1960 comme une ode à la fraternité entre les peuples, entre les hommes. Il s'agit donc de concevoir un discours pacifiste. C'est celui du Parti communiste français dont cette revue dépend. Ainsi, cette œuvre fait écho explicitement, pas explicitement justement, à la guerre d'Algérie qui sévit alors depuis 6 ans et que les autorités françaises se refusent d'appeler autrement qu'événement. Par le poids des mots et le pouvoir de l'image, cette œuvre fait alors référence à cet événement et ainsi montre comment le discours critique et communiste peut alors intervenir dans cette époque. Cet exemple, comme le reste de mon corpus constitué des autres numéros de la Nouvelle Critique et de ceux des lettres françaises parus entre 1954 et 1972, donc soit 1140 numéros, entend alors questionner l'articulation entre l'écrit, d'une part donc la critique d'art, et les arts plastiques. On peut alors se demander en quoi une œuvre peut-elle être éloquente ? Dans quelle mesure peut-elle soutenir, voire diffuser, un propos pacifiste, et sinon politique. A l'inverse, ces textes consacrés aux arts dans ces 2 revues agiraient comme de véritables ekphrasis. Quant aux critiques d'art, ils participeraient à l'élaboration d'un discours esthétique empreint de réalisme et plus largement d'un art engagé et qui ne cesserait d'être renouvelé et débattu au gré des événements tant sociopolitiques que culturels et artistiques. Ainsi, au début des années 50, loin de l'idée d'un discours sur le réalisme socialiste en France, le Parti communiste français entend, à travers la voix de Louis Aragon, figure majeure du parti et directeur des lettres françaises, affirmer la liberté de création en France. Pourtant, au fil des pages et des articles, l'incidence du politique sur la création semble latente. À titre d'exemple, en 1972, les lettres françaises cessent de paraître, puisqu'elles sont entrées en dissidence après l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ainsi, cette thèse ambitionne-t-elle de mettre en lumière de faire redécouvrir des artistes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et c'est au tour de Sarah Velasquez. Alors moi, je vais vous emmener dans le Mexique préhispanique. J'imagine que si je vous parle de la conquête espagnole du Mexique au XVIe siècle, il y a de fortes chances pour que vous imaginiez des conquistadors en armure étincelante et des autochtones à moitié nus coiffés de plumes. Peut-être que vous penserez aux mal nommés Aztèques, à leurs pyramides, à leur or. Certains d'entre vous les verront comme des victimes naïves, d'autres comme des barbares sanguinaires. De l'autre côté, les Espagnols oscillent entre tyrans cupides et aventuriers héroïques. 500 ans nous en séparent. Ma thèse ne cherche pas à démêler le vrai du faux, mais à comprendre comment cet événement historique, devenu mythe, a été mis en image. Je m'intéresse aux représentations de la conquête au XIXe siècle dans les arts mexicains et espagnols. Pourquoi cette période ? Eh bien parce que, en 1821, le Mexique déclare son indépendance après près de 3 siècles de colonisation. Et donc, j'ai décidé de me poser une question simple, seulement en apparence.
comment cet événement tiré d'une histoire coloniale commune est montré dans les tableaux. Représenter désigne l'action de replacer sous les yeux. Ce qui m'intéresse donc avant toute chose, ce sont les regards portés sur l'histoire, les regards portés sur les œuvres, mais aussi les regards que les œuvres construisent. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce tableau peint par Leandro Izaguirre, un artiste mexicain en 1893. Il s'intitule El Suplicio de Cuauhtémoc, le supplice de Cuauhtémoc, et montre un face-à-face théâtral entre Hernán Cortés d'un côté, chef des conquistadors, et Cuauhtémoc, dernier empereur mexica de l'autre. À côté de Cuauhtémoc se tient un de ses compagnons d'infortune qui, lui, se tord de douleur. En comparaison, Cuauhtémoc, lui, reste stoïque, il résiste. J'aimerais maintenant attirer votre regard sur un détail du tableau. Dans le coin bas de la composition, à gauche, vous avez tous les attributs de l'empereur. Une coiffe de plumes vertes et rouges est posée sur un drap blanc. Vert, blanc, rouge. Les couleurs du drapeau mexicain. Ici, de manière anachronique, Cuauhtémoc n'est pas seulement un empereur des faits, mais vient incarner l'idée même de la nation mexicaine. Comme si déjà, en 1521, c'était le Mexique, cette nation qui était en train de résister face au pouvoir colonial. De l'autre côté de l'Atlantique, en Espagne, la conquête aussi est montrée. Elle vient prendre place dans une exaltation du passé et pour montrer une sorte d'identité conquérante dans un empire colonial qui s'effondre. Ces images, ces tableaux du 19e siècle... Désolée. Et pour terminer, Delphine Vanesse. L'Académie des Beaux-Arts a refusé d'enregistrer la candidature d'une femme. En 1930, cette nouvelle fait grand bruit dans la presse. De Paris à Los Angeles, l'opinion s'indigne et soutient l'audacieuse aspirante Angèle de La Salle. Si ce nom vous est aujourd'hui étranger, il est alors bien connu des contemporains. De ses premières médailles au Salon jusqu'à la Légion d'honneur, cela fait plus de 40 ans que De La Salle est célébrée pour ses œuvres, exposées et acquises par de grands musées à travers l'Europe et l'Amérique. Ce n'est qu'à sa mort, quelques jours avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle tombera dans l'oubli. Lorsque j'ai découvert cet artiste, j'ai été frappée par l'écart entre sa notoriété de son vivant et sa réception de nos jours, de son absence des récits de l'histoire de l'art, y compris féministes. J'ai souhaité comprendre cette rupture historiographique. Les archives concernant De La Salle sont hélas souvent lacunaires, voire perdues. C'est le cas de ces journaux mentionnés dans son testament. Toutefois, en réunissant des sources variées, en croisant des sources variées, j'ai pu reconstituer sa carrière et réunir un corpus de près de 300 œuvres dans des collections publiques et sur le marché de l'art. En l'inscrivant en regard de ses contemporains, j'étudie l'évolution de sa pratique afin de comprendre ses recherches formelles comme ses stratégies de carrière. J'analyse l'art de La Salle comme traversé par une série de tensions. De La Salle n'est ni fauve ni pompier, pour reprendre le titre d'une exposition collective. Formée selon des principes académiques, elle s'en détache à partir de 1900, lorsqu'elle voyage toute une année d'Amsterdam à Naples en passant par Londres. De retour à Paris, elle cofonde le Salon d'automne sans toutefois rejoindre les courants d'avant-garde. Si De La Salle ne se revendique d'aucun style ni courant, elle jouit de réseaux étendus dont témoignent les centaines d'expositions internationales auxquelles elle prend part, ainsi que ses nombreux portraits d'hommes politiques et d'artistes, de Benjamin Constant à Jules Adler. Si ces travailleurs en grand format sont jugés d'un métier viril par certains critiques, ces nus bucoliques révèlent, selon d'autres, une appréhension féminine du corps. Enfin, si le genre de La Salle a pu lui fermer des portes, comme celle de l'Académie des Beaux-Arts, il a aussi pu en ouvrir. En s'engageant dans des groupes féministes tels le Lyceum Club ou les Femmes Artistes Modernes, De La Salle a pu bénéficier d'appui et d'opportunités.
Angèle de La Salle échappe ainsi à certains récits établis sur le style, le genre, le succès. Avec cette thèse, je ne souhaite pas simplement retracer le parcours d'une artiste singulière, mais plutôt, en l'inscrivant dans l'histoire, ouvrir une nouvelle perspective sur l'art de son époque. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces participations passionnantes. Merci au public pour vos encouragements.